La synergologie, c'est une discipline qui permet de comprendre l'être humain à partir de son langage corporel. Interpréter ce qui se passe chez l'autre en le regardant. Parce que, comme le corps et puis le cerveau sont interconnectés ensemble, ce qu'on pense, on le ressent dans son corps. Et en regardant ce que fait le corps, on a quelque chose qui passe de la pensée. AVS avec Philippe Robichon. Vous savez que le S de cette émission peut se décliner de différentes façons. Et ce matin, c'est AVS, à votre synergologie. Ah bah oui, tiens. Ah ouais, on se couchera moins bête ce soir. Nous allons parler de la lecture corporelle ce matin avec mes invités. Et je vous rassure qu'après cette émission, vous ne regarderez plus les micro-démangeaisons de ceux qui vous entourent de la même façon. Patrick Soulaille est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Voilà, professeur, formateur en process communication. Tu es un processeur com. Ah, c'est pas mal processeur. On va le déposer. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Philippe Turchet est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences du langage, vous êtes spécialiste de la communication non verbale et vous êtes créateur de la synergologie. Vous êtes donc synergologue. C'est ça, oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, et vous publiez le grand livre de la synergologie, décoder le langage corporel pour mieux comprendre l'autre aux éditions de l'Homme. Un livre que vous avez commencé à écrire il y a 30 ans alors que vous aviez 30 ans. Et entre-temps, la science que vous avez créée a quand même évolué, ou alors vous ne l'envisagez plus de la même façon. Oui, c'est ça, c'est né il y a 30 ans, à partir d'un premier livre qui s'est appelé La synergologie. Mais en 30 ans, les choses ont beaucoup évolué. Surtout, en 30 ans, les neurosciences ont émergé. Et puis le numérique aussi, qui permet maintenant de regarder les mêmes images, les mêmes gestes faits par des gens dans des pays du monde différents pour se demander s'ils ont toujours la même signification. Donc ça a beaucoup bougé en 30 ans. Et ça, vous dites que ça, finalement, ce sont des outils qui aident beaucoup les synergologues à mieux comprendre les choses. Oui, en fait, nous, les êtres humains, on possède ça en nous intuitivement. C'est-à-dire, quand on se regarde, on ressent ce que l'autre ressent, parce que des neurones dans notre cerveau font le travail de décodage. Mais si on veut aller plus loin, puis le comprendre de manière plus technique et pouvoir jouer avec ça un petit peu, là, oui, il faut aller un petit peu plus loin, puis étudier tout ça. Oui, c'est la synergologie. La découverte des fameux neurones, les neurones miroirs, elle est très récente. Oui, ça a une trentaine d'années. Oui, c'est ça, c'est 96 et c'est d'abord sur les singes, C'est un scientifique regardant un singe, un scientifique mangeant des noix. En face de lui, un singe qui est câblé, ses neurones sont câblés et on s'aperçoit que le singe qui le regarde manger des noix, dans son cerveau, fait la même opération que lui est en train de faire avec ses... Réellement, C'est 96, c'est les singes. Au début des années 2000, l'être humain. Et maintenant, les neurones miroirs, oui, on a mieux compris ce que c'était. Bon, alors, petite définition de la synergologie. Oui, c'est une discipline qui permet de comprendre l'être humain à partir de son langage corporel, pour le dire le plus simplement possible. Voilà. Ce qui veut dire qu'on peut lire, interpréter ce qui se passe chez l'autre en le regardant, parce que comme le corps et puis le cerveau sont interconnectés ensemble, ce qu'on pense, on le ressent dans son corps, et en regardant ce que fait le corps, on a quelque chose qui passe de la pensée. Donc les émotions et les pensées sont lisibles sur le visage et le corps. Oui, c'est ça, c'est l'idée qui est à l'origine de la synergologie, et puis maintenant qui se défend très très bien d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique. On va faire quelque chose de pratique. Vous avez observé la dernière rencontre entre Macron et Poutine ? J'ai observé assez souvent Poutine. J'ai pas observé la dernière rencontre, par contre. Mais non, c'est vrai que Vladimir Poutine est quelqu'un qui bouge presque pas. Et ce qu'il faut aller regarder chez lui, c'est les rides sur son front qui, par moment, passent. Parce que quand il y a des choses, comme il maîtrise tout, qu'il y a très peu de choses qui passent, oui, il y a des rides horizontales qui traversent son front lorsqu'il a peur ou qu'il est plus anxieux. Ils sont assez intéressantes à regarder, ces rides-là. À partir de là, c'est quelqu'un qui contrôle beaucoup son corps. Oui. Ce qui est important de comprendre, c'est que le corps agit avant la parole. Et pas l'inverse. Pas l'inverse, ouais. Et j'avais, par rapport à ça, est-ce que du coup, parce que vous dites que c'est comprendre un peu comment on fonctionne, mais est-ce que du coup, ça joue sur l'identité également ? L'identité, je ne sais pas comment on pourrait définir l'identité. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, en fait, on a pendant longtemps pensé que le cerveau
le cerveau pensait et puis envoyait ses ordres au corps et puis que le corps agissait. Et ce qu'on sait depuis pas très longtemps, en fait, mais on le dit depuis Spinoza disait ça il y a 300 ans, William James, un grand psychologue, disait ça il y a 100 ans, mais on ne pouvait pas vraiment ça semblait pas logique que d'abord le corps intervienne et puis qu'ensuite le cerveau prenne conscience en fait de ce qui se passe en nous. Mais ça, c'est bien démontré maintenant par les neurosciences. Donc on sait que notre corps bouge et en fait quand notre corps bouge, parfois, assez souvent, eh bien on n'a encore pas conscience de ce qui est en train de se jouer. Ce qui veut dire que le corporel précède le verbal. Exactement. C'est important. Voilà. Alors, on est sur des microsecondes. Hein. Des microsecondes, mais pas toujours. On s'aperçoit par exemple dans des expériences où les gens jouent aux cartes, et dans un tas, il y a des bonnes cartes, et dans l'autre cas, il y a des mauvaises cartes. La personne a l'impression de jouer sans se rendre compte qu'il y a un tas qui est meilleur que l'autre. Mais déjà, quand elle prend les mauvaises cartes, eh bien, elle transpire et quand on regarde ça avec un détecteur de mensonges, un polygraphe, on s'aperçoit que son corps a conscience du fait qu'elle prend les mauvaises cartes, alors qu'elle ne le sait pas encore. Elle met 60 cartes sans s'en rendre compte. Donc il y a plus d'une minute qui se passe là. Donc ça peut être très rapide, mais pas toujours. Du coup, c'est très intéressant parce que ça déconstruit aussi une espèce d'idée qu'on a de l'intelligence. Parce que surtout en France, qu'on relie beaucoup à l'intellect. Et certaines personnes qui sont dites manuelles ou qui sont par exemple des sportifs, moi je pense par exemple à Ribéry, qui a été pendant très longtemps décrié comme quelqu'un de pas très intelligent, mais sur un terrain de sport, c'est un expert dans ce qu'il fait. Oui. Donc cette découverte pourrait en fait remettre en perspective comment on perçoit l'intelligence. Oui, c'est tout à fait intéressant ça. C'est sûr que le corps va très vite et après on en prend conscience. Et Ribéry sur un terrain de football, eh bien il a une intelligence du jeu, une intelligence qui est une réelle intelligence, mais qui est pas mesurée en point de QI et c'est dommage parce que là il y a quelque chose qui se passe. Oui, je vous conseille un très bon livre de Fanny Nussbaum qui s'appelle Le secret des performants. Chez Odile Jacob, il y a une très bonne vidéo qu'on a fait avec elle qui explique un petit peu ce que c'est que l'intelligence et notamment qui parlait de l'intelligence de personnes comme Nabila, comme justement Ribéry et de cette intelligence qui peut être à la fois corporelle, pratique et qui s'interrogeait sur ce que c'était que d'être intelligent aujourd'hui. On va expliquer, la synergologie, c'est pas du comportementalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça veut dire que on a beaucoup, pendant longtemps, pensé que pour communiquer bien avec quelqu'un, il fallait communiquer parfaitement. C'est-à-dire avoir un corps qui communiquait de manière parfaite, en faisant peu de gestes, en se tenant bien droit. Et en fait, on déconstruit tout ça en disant que les gens qui communiquent le mieux sont au contraire ceux qui se laissent aller. Ceux qui arrêtent de contrôler leur corps, qui arrêtent de penser que c'est par une somme de trucs qu'on va arriver à convaincre l'autre qu'on communique bien et qui au contraire lâchent les trucs pour essayer d'être plus authentiques, d'être plus eux-mêmes. Donc là, arrêtons, cessons de nous comporter, de penser qu'il faut se comporter bien. Et puis laissons-nous aller, puis laissons-nous aller à être avec l'autre et centrons-nous sur l'autre surtout. Ce qui est important, c'est pas la manière dont je communique moi avec l'autre, c'est qui est l'autre. Et si l'autre m'intéresse, et si j'intéresse l'autre, par voie de conséquence, mon corps, il communiquera de manière juste. Alors, il y a toujours un outil qui fait référence, c'est la fameuse roue de la communication d'Albert Mehrabian, qui a un petit peu vieilli, mais qu'on a dans tous les colloques, tous les séminaires, tous les cours de communication. Je crois que c'est la première image qu'on voit, et qui nous explique que dans la communication... Oui, c'est-à-dire, c'est ça. Il y a 7% pour les mots, 38% pour le ton, le timbre, l'intonation, et 55% pour le langage du corps. Donc, ça me dit que le langage du corps est majeur. Alors, pourquoi on voit ce chiffre partout ? C'est que pour la première fois dans les années 60, eh bien, un scientifique dit « Attention, il n'y a pas que les mots, et le langage du corps est quelque chose d'important. » Donc, pour ça, c'est intéressant. Oui, c'est le premier qui pose ça, oui, c'est ça. C'est cette idée du non-verbal. Oui, c'est intéressant, mais en même temps, le non-verbal, il va de 0 à 100%. Il y a des moments où le non-verbal, si vous me demandez la rue pour sortir de chez soi, puis que je vous dis c'est la première à droite, il n'y a pas besoin de non-verbal, on a compris, la première à droite. Maintenant, si vous êtes dans une réunion, vous faites une présentation, puis à côté de vous, il y a votre chef qui hausse les sourcils quand vous commencez à parler, eh bien, il vient de mettre votre démonstration par terre d'un haussement de sourcils. Tout ce que vous dites ne va pas être crédité. Et là, la communication non-verbale, elle est vraiment importante. Oui. Alors, vous démontez un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, vous pouvez regarder Patrick, mais il ne le fait pas pour l'instant, c'est que le croisement des bras
signe de fermeture. Et moi, je l'ai entendu, mais alors 100 fois. Hein. Ouais, on l'a tous entendu, je crois. On a tous entendu. Croise pas les bras, on va penser que t'es fermé, alors que c'est tout à fait stupide, quoi. La personne qui a envie d'écouter l'autre, puis qui va écroiser les bras en avançant parce qu'elle a vraiment envie d'écouter, puis qui... Mais celle-là n'est pas fermée du tout. Et très souvent, en croisant les bras, on fait toute sa place à l'autre. On croise les bras pour laisser l'autre s'exprimer en face de nous. Il peut arriver qu'on croise les bras en partant en arrière parce qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est pas parce qu'on croise les bras que systématiquement c'est fermé. Et laissons les gens être libres dans leur corps. Parce qu'une fois de plus, celui qui croise les bras, c'est peut-être comme ça qu'il est bien pour se concentrer. C'est peut-être comme ça qu'il est le plus performant. Et laissons-le être qui il est. Deuxième idée reçue, Patrick. Avant d'aller sur la deuxième idée. Ce que je voulais rebondir là-dessus, parce que tout ce que vous dites, ça déconstruit un peu l'idée qui est mise en ce moment en place, c'est qu'on est un peu des ordis. Donc, si on fait ça, ça veut dire ça. Si on fait ça, ça veut dire ça. Alors que l'être humain, il est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus fin que ça. Moi, en tant que coach, j'ai été formé aussi je pense que c'était... Je ne vais même pas dire le nom parce qu'on ne va pas faire de la mauvaise pub. Comment on appelait ça? Je sais. Du comportementalisme, du quoi? C'était... Voilà. Et en fait, moi, j'avais cette habitude-là de souvent... Quand je me concentre, je croise les bras. Je croise les bras. Et on me disait, Patrick, t'es fermé. Je dis, mais n'importe quoi. Et donc, du coup, j'ai été très réfractaire à ce truc et à cette idée on peut être... comme s'il y avait des chemins tracés pour savoir qui on est, alors qu'on est beaucoup plus complexe. Ouais, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai fait mes études au moment où Bernard, on voyait beaucoup Bernard Tapie, vous savez, cet homme politique, en fait, c'est un homme d'affaires. Hein. On le voyait beaucoup sur les télés, et c'était un extraordinaire communicant. Et à l'époque, on disait, surtout, il ne faut pas mettre les mains sur le visage, parce que la personne qui met les mains sur le visage, ça ne se fait pas, il y a quelque chose qu'on perd de sa communication. C'est un type qui avait... Dès qu'il était à la radio, à la télé, tout le temps les mains sur le visage, qui réfléchissait. Et de très loin, c'était celui qui communiquait le mieux. On ne parle pas après du fond du propos, on aime, on n'aime pas, mais dans la forme, c'était l'homme qui communiquait le mieux. Ouais. Oui, donc ça rejoint exactement ce que vous étiez en train de dire. Oui. Deuxième idée reçue, le sourire est bienveillant. Ah oui, là aussi, on apprend tellement qu'il faut sourire quand on rencontre les gens. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est une manière d'entrer en communication. Mais le problème, c'est que le sourire, quand on est bien avec quelqu'un, bien très vite, il s'éteint parce que on est dans l'authenticité des choses. Et celui qui garde trop longtemps son sourire, souvent, c'est quelqu'un de mal à l'aise et qui va cacher son malaise derrière un grand sourire qui reste comme ça pendu à ses lèvres. On sait par exemple en psychothérapie que plus une psychothérapie avance et puis le sourire disparaît très très vite entre les psychothérapeutes. C'était bien étudié ça, mais pas comme psychothérapie. Et vous expliquez que le meilleur repère d'un sourire sincère, c'est l'œil. Oui, c'est ça, c'est que quand on sourit et que c'est sincère, nos yeux ont tendance à se fermer, on a un petit muscle qui est sous l'œil qui remonte, et donc et on ne peut pas faire remonter ce petit muscle, ça vient vraiment du fond du cœur, c'est du cœur et du corps. On ne peut pas se forcer, c'est un réflexe. Oui, c'est un réflexe qui est lié à notre système neurovégétatif, et on peut pas intervenir là-dessus, donc... je crois qu'il ne faut pas se forcer à sourire, c'est d'ailleurs contre-productif. Autre idée reçue, le menteur ne regarde pas dans les yeux et vous nous expliquez pourquoi. Au contraire, le menteur vous regarde dans les yeux. Oui, c'est exactement le contraire. Et ça, c'est une idée reçue partagée dans 51 pays sur 58. Hein. On dit que le signe premier, c'est qu'un menteur ne regarde pas dans les yeux. Or, le menteur, s'il ne veut pas se faire prendre, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde bien son interlocuteur. Parce que c'est en le regardant bien dans les yeux qu'il est en train de lui montrer qu'il ne ment pas. D'ailleurs, il regarde bien dans les yeux. Et qui ne regarde pas dans les yeux ? C'est souvent l'introverti qui dit la vérité. La personne un peu introvertie, qui est assez mal à l'aise en face de l'autre, a besoin d'endroits pour aller réfléchir. Elle ne regarde pas trop dans les yeux, elle revient dans son monde. Et celle-là, elle n'est pas menteuse. Le menteur, il sait qu'il va se faire prendre pour un menteur s'il ne regarde pas dans les yeux. Non, il y a cette idée... t'as vu ? Il a fui mon regard, il ne me regarde pas dans les yeux, il n'est pas net ce gars. C'est exactement ça. Et ça, on l'a sans doute, cette idée-là, elle est générée, on a sans doute 4 ou 5 ans.
quand un enfant de 5 ans fait une petite bêtise, sa mère, son père lui dit voilà, Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, oui. Et l'enfant de 5 ans comprend non seulement, il comprend pas qu'il faudra qu'il arrête de mentir, qu'il faudra pas qu'il mente, mais il comprend que pour mentir, faut bien mentir. Regarde dans les yeux. Regardez dans les yeux. Dans le blanc des yeux. Dans le blanc des yeux. yeux. Dans le blanc des yeux, c'est exactement ça. Oui. Voilà. Et on se pose une question ce matin. Peut-on interpréter les gestes d'autrui? Et est-ce que c'est une intrusion? Est-ce que c'est du vol d'avoir des outils pour justement interpréter ce que les autres ne vous disent pas ou qu'ils ont choisi de ne pas vous dire? Eh bien, on en parle justement ce matin avec Patrick Soulaï qui est avec nous et Philippe Turchet qui est docteur en sciences du langage et qui publie le grand livre de la synergologie, décoder le langage corporel pour mieux comprendre l'autre, et c'est aux éditions de l'Homme. On parlait des yeux tout à l'heure. Les yeux, c'est passionnant. Vous savez, il y a ce vieux truc du regard qui part à gauche ou du regard qui part à droite selon qu'on cherche dans ses souvenirs ou dans son imagination un vieux truc pour coincer les menteurs. Oui, un vieux truc, mais il n'est pas toujours juste le truc par contre. Parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les biais systémiques. C'est-à-dire que si la personne n'est pas en face de vous, vous avez tendance à les regarder à l'extérieur, aussi bien dans votre passé que si vous imaginez des choses, pour ne pas la voir. Donc, si la personne n'est pas en face de nous, ça ne marche pas. Et puis, il y a d'autres... Il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser, si bien que pour décoder le mensonge, comme on dit, la direction du regard, c'est pas un indicateur si fiable que ça. Faut le savoir. Oui. Pourtant, Oui. Lors d'un interrogatoire, Oui. certains interrogateurs vous calibrent pour savoir dans quelle zone part votre regard. Oui, mais c'est pas ceux qui seront les plus forts. Donc Non, c'est oui. bidon ça Non, ça c'est oui, c'est ça. C'est que dans un monde idéal, ça marche assez bien, mais il y a trop de problèmes. En fait, oui, ce qu'on appelle les biais systémiques, le système de communication. Si vous avez une fenêtre à votre droite, la personne va avoir tendance à aller regarder à la fenêtre qui est à la droite pour se sauver avec son regard, pour penser. Si elle est à gauche, il ira à gauche. Si la personne est à sa gauche, il regardera à droite. Il y a beaucoup de biais comme ça qui fait que c'est pas un indicateur si fiable que ça. Et puis sans parler de ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, c'est-à-dire qu'on n'est pas câblés tous exactement de la même manière quand il s'agit de direction du regard. Oui. Par exemple, quand on compte, on regarde de quelle direction. Ah oui, c'est ça. Oui, on va de gauche à droite là. On sait que quand on additionne, on va à droite. On va additionner 3 plus 7. On va à droite pour additionner et on va à gauche pour soustraire. Quelle que soit notre culture, on est d'accord. Oui, c'est ça. Oui, mais autant on peut, selon nos cultures, on peut écrire de gauche à droite ou de droite à gauche. Autant les tableaux orthonormés, vous savez, qui vont de 0 à l'infini, ils vont tout le temps de gauche à droite, d'où qu'on vive. Mais c'est même pas lié à ça, parce qu'il y a des expériences qui sont faites avec les animaux, avec les singes, qui montrent que le singe va chercher à droite lorsqu'il s'agit d'additionner aussi, d'aller chercher... on lui met 4 boîtes verticalement, il sait qu'il peut aller manger dans la 4e, donc il ouvre ses 4 boîtes, puis un jour on en met 4 autres, mais au lieu de les mettre de bas en haut, on les met de gauche à droite, et le singe tout de suite, il va de gauche à droite à la 4e. Ça veut dire qu'il avance de gauche à droite. On avance de gauche à droite, on additionne de gauche à droite, et on soustrait en venant de droite à gauche. Voilà, on va appeler les neurosciences. Quelles sont les zones du cerveau qui travaillent selon qu'une personne dit la vérité et selon qu'une personne mente? Ça, c'est nouveau quand même. Oui, ça on sait depuis pas très longtemps. Et donc, du coup, ça va donner un langage corporel qui n'est pas tout à fait le même aussi. C'est-à-dire que pour mentir, en fait, un mensonge, c'est l'addition de plein de vérités, mais ça fait un mensonge. On vous demande, vous étiez au restaurant hier soir, vous ne voulez pas raconter votre vie, vous n'étiez pas au restaurant, mais vous allez quand même inventer un restaurant. Le restaurant, vous y avez déjà été. Vous n'allez pas inventer vos amis non plus. C'est des gens que vous connaissez déjà. Vous n'avez pas inventé les plats. C'est des plats que vous avez déjà mangés. Mais tout ça, ça donne un mensonge. Et c'est les zones qui sont très haut dans le cerveau, au niveau du néocortex, parce qu'il faut aller vite pour réfléchir. Alors que quand on ment, quand on dit la vérité, on revient à l'intérieur de nous pour se souvenir de ça de l'intérieur. Que si je vous demande ce que vous avez mangé hier soir, votre repas d'hier soir, pour vous en souvenir, il faut que vous soyez de nouveau devant votre assiette et puis les choses vont vous revenir. Donc, c'est des zones qui sont beaucoup plus profondes dans le cerveau. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Alors, non, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, déjà, il faut s'en souvenir. Non. Moi, j'ai mangé du curry hier soir. D'accord. J'avais une question par rapport à ce que vous dites pour être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que lorsque l'on ment, on fait appel à notre cerveau, et lorsqu'on dit la vérité, est-ce que le corps
Ouais. Est-ce qu'on passe d'abord par le corps? Oui, c'est ça. On passe d'abord par le corps. Et comment ça va être visible d'un point de vue du langage corporel? C'est que mentir, c'est difficile. Il faut être intelligent pour mentir. Alors que dire la vérité, c'est facile. Dire la vérité, il suffit d'aller chercher les ressources, de revenir sur ce qui s'est passé. Alors que pour mentir, il faut comparer la vérité à ce qu'on est en train de dire, pour pouvoir voir si tout ce qu'on dit est cohérent. Il faut essayer d'avoir un temps d'avance sur l'autre pour qu'il ne puisse pas nous poser des questions qui nous piégeront. Et puis en plus, pour mentir, on fait attention à l'autre, pour voir les réactions de l'autre, pour voir s'il s'agit de rajouter une couche de mensonge ou si l'autre nous croit bien. Je dis nous, comme si on était des menteurs pathologiques, mais il semblerait que les êtres humains, on mente quand même 2 fois par jour, chacun d'entre nous. Des petits mensonges blancs, mais ça va. Vous allez briser des couples, là. Non, mais c'est des petits mensonges blancs. C'est bon ce que tu as mangé. Et puis, vous n'avez pas trop aimé, mais vous êtes poli, puis vous dites que c'est bon. Ou, d'accord. Elle est belle, ma chemise. Vous n'aimez pas trop la chemise, mais vous dites qu'elle est belle. Voilà, il y a des petits mensonges comme ça. C'est pas tout le temps des mensonges gravissimes. D'accord. Oui. Donc, ça se voit. Donc, il y a un langage corporel du mensonge. Ben oui, parce que comme c'est plus compliqué de mentir que de dire la vérité, le corps va se mettre au service du cerveau pour bien mentir. Et le corps, il a tendance à mettre certains blocages qui vont se lire. Alors, quand on dit la vérité, le corps, il est comme il est. Donc, il va être beaucoup plus fluide. Mais curieusement, le corps d'un menteur est beaucoup plus beau à regarder que celui de quelqu'un qui dit la vérité. Parce que le menteur, il rend tout ça cohérent, il rend tout ça logique, il rend tout ça vrai, entre guillemets, alors que la personne qui dit la vérité, elle est comme elle est. Donc, si elle est mal à l'aise dans la vie, elle est mal à l'aise quand elle ment et son corps n'est pas particulièrement beau à regarder. Ouais. D'accord. Donc une harmonie corporelle serait peut-être signe de mensonge. Très souvent, pas très souvent, mais oui. C'est-à-dire que la personne, elle a un langage du corps qu'on va appeler linéaire, où les choses coulent, sont fluides. C'est tellement vrai ce que je vous dis, et donc il y a cette fluidité qu'on ne repère pas dans la vérité, parce que dans la vérité, on ne pense pas à tout ça. Une fois de plus. Les juges, par exemple, sur une étude américaine très intéressante, les juges, quand ils rendent leur rapport, donc ils mettent du non-verbal en disant là, la personne n'était pas à l'aise, elle bouge. Bon. Pour un juge, un menteur, c'est quelqu'un qui est mal à l'aise, et quelqu'un qui est mal à l'aise, c'est quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui transpire, par exemple. Voilà, c'est pareil. On se souvient de ces images de Dominique Baudis à la télévision, au journal de 20h. C'est ça. Il était maire de Toulouse. À Toulouse, il y avait eu des choses pas très correctes qui s'étaient passées. Il va à la télé en parler, et puis il se rend compte qu'il transpire. Et puis il se rend compte qu'il transpire, et il a le sentiment qu'on va pas le croire. Et plus il a le sentiment qu'on va pas le croire, plus il transpire. Et plus il transpire, moins on le croit. Et au bout de 15 heures de plateau télévisé à 20h, toute la France est persuadée que c'est un menteur, alors qu'il est prouvé 2 ans après qu'il disait la vérité. Mais il a passé 2 ans assez désagréables à être pris pour un menteur par tous les Français. Du coup, je m'interroge et je me dis, donc ça voudrait dire que quelque part, nous les êtres humains, on est plus amenés à vouloir croire des choses parfaites. Je fais référence aussi à Instagram, à tous les réseaux sociaux, à tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, est-ce qu'on sait pourquoi aujourd'hui on est plus attachés à ce qui ne dépasse pas, à ce qui est un peu parfait, à ce qui est naturel, c'est-à-dire un peu avec un sens qu'on ne comprend pas forcément? Non, c'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on pense que si on arrive à copier cette forme de perfection, on va être pris pour des gens parfaits et on sera valorisé. Alors que c'est précisément, sans doute, le contraire qui se passe. Et vous expliquez que le menteur peut vivre ce que vous appelez, vous, le syndrome du corps parfait. Oui, c'est ça, exactement. Le menteur, il va montrer qu'il communique parfaitement. Donc, si je communique parfaitement, ça veut dire que je ne suis pas menteur. Or, qui communique parfaitement ? Communique parfaitement la personne qui a confiance en elle, qui a généralement un bon capital, qui parle bien, quoi. Et puis par rapport au mensonge, qui sait aussi que son mensonge ne pourra pas être repéré. Donc elle parle parfaitement bien et elle n'a pas l'air menteuse, et celle qui manque de confiance en elle parce qu'elle a le sentiment de ne pas être crue, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Vous me regardez comme en ne me croyant pas,
Vous me dites, c'est vrai ce que vous dites là, vous pourriez le répéter. J'ai le sentiment qu'on me croit pas, j'ai le sentiment qu'on va me... Et plus on me regarde, et plus il faut que j'en rajoute pour montrer que ce que je dis est vrai. Et puis plus je montre que ce que je dis est vrai, plus l'autre me prend pour un menteur parce qu'il a l'impression que j'en rajoute trop. Et c'est l'effet Pygmalion qui fait que quand on est regardé par un menteur, eh bien, on se comporte comme un menteur. Enfin, l'effet Pygmalion qui marche sur plein d'autres exemples aussi. Oui, d'exemples ouais. positifs. On regarde quelqu'un de manière positive, c'est valorisant pour lui. Au début, c'était fait sur des rats, ces expériences-là. L'effet Pygmalion, c'est... Et c'était pas du tout Monsieur Pygmalion, d'ailleurs. Non, c'était Monsieur Rosenthal. Rosenthal, c'est Non, parce que souvent, les méthodes ont le nom du... Oui, on l'appelle l'effet Rosenthal. Qu'est-ce qu'il fait, Rosenthal ? C'est un prof de psychologie qui a des stagiaires tous les étés, en psycho, dans sa fac de New York. Et puis, entre autres tâches à réaliser, il leur dit, vous nourrirez des rats. Les rats, là, et on va faire une expérience à la fin de l'année, à la fin des vacances avec eux. Donc tous les jours, les étudiants, ils viennent nourrir leurs rats. Il leur dit, Rosenthal, il y a 2 cages de rats. Dans la première, les rats sont brillants, sont intelligents, vous verrez, c'est les rats qui ont été sélectionnés. Puis dans l'autre cage, c'est les rats plus communs. Bon, il dit ça. Sauf que les rats, ce qu'il ne leur dit pas, c'est que c'est des frères et sœurs, ce qu'on appelle des rats rhésus, c'est-à-dire des jumeaux. Et donc, les étudiants nourrissent les rats. Et au bout des 2 mois, ils leur font faire le test du labyrinthe. Vous savez, le rat doit traverser un labyrinthe pour aller chercher un bout de fromage à l'autre bout du labyrinthe. Et on s'aperçoit que les rats dont on a dit qu'ils étaient les plus intelligents réussissent mieux que les autres. Donc ça veut dire que les étudiants, en regardant ces rats comme des rats intelligents, les ont rendus plus intelligents. Et alors, juste pour finir, c'est-à-dire qu'après, il est allé faire cette expérience-là dans les écoles, cette fois-ci avec des élèves. On est dans les années 60, c'est possible, là, un Pygmalion positif, en expliquant à des enseignants que ces enfants étaient bons parce qu'ils avaient un QI haut. Et on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que quand ils testent en termes de QI à la fin de l'année les élèves, ceux dont il a dit aux instituteurs qu'ils étaient plus brillants que les autres ont, pour 5% d'entre eux, 25 points de QI en plus que ce qu'ils devraient avoir. Donc ça veut dire que ça joue même sur l'intelligence. Regardez un enfant ou un adulte comme quelqu'un de brillant, vous aidez à ce qu'il devienne brillant. C'est ce que nous apprend l'effet Pygmalion. Voilà, Philippe Turchet s'est arrêté sur notre plateau. Il vient du Canada, puisque c'est là que vous vivez. Vous êtes docteur en sciences du langage et vous publiez la nouvelle édition de votre grand livre de la synergologie, décoder le langage corporel pour mieux comprendre l'autre, aux éditions de l'Homme. Patrick Soulaille est avec nous. On parle beaucoup d'empathie, c'est devenu une soft skill, comme on dit, une compétence d'us aujourd'hui, mais on ne parle pas du tout de la contre-empathie. Et comme je ne parle pas du tout allemand, vous allez m'aider. Oui, on parle de Schadenfreude. Oui, c'est ça, oui. Oui, là, on parle beaucoup de l'empathie qui fait que je ressens ce que ressent l'autre. Très bien, ça c'est bien connu. Carl Rogers, dans les années 60, détermine ça. Les neurones miroirs, 35 ans après, permettent de dire que ce n'est pas simplement de la théorie. Vraiment, on peut ressentir ce que ressent l'autre. Sauf qu'on oublie de dire une chose, c'est que ça ne marche que si on apprécie l'autre. Ça veut dire que si on ne l'apprécie pas, on tombe dans le jugement et on ne peut plus être empathique. On a le sentiment de comprendre l'autre, de ressentir ce qu'il ressent en étant empathique, mais ce n'est pas vrai. Les neurones miroirs arrêtent de travailler quand on est dans le jugement. Et on ne pense jamais à ça. Alors on est même capable de jubiler du malheur de celui qu'on n'aime pas et ça ne nous pose pas de problème. Vous nous expliquez ça parce que moi je cherchais un mot pour exprimer ça, en fait, oui. Se réjouir du malheur des autres. Oui, c'est ça, c'est ce terme qui s'appelle la Schadenfreude, qui est un terme anglais, qui n'a pas de réelle traduction en anglais, français. Non, excusez-moi, oui, bien sûr. Un terme allemand. C'est bien. Après, maintenant, je dis ça, je dis rien. Moi aussi, je me suis dit, mon anglais, c'est bien de me reprendre. Mais non, mais parce que ce qui est drôle avec ce terme, c'est que la Schadenfreude, c'est cette espèce de jubilé du malheur de l'autre, en fait. Ce mot-là, il n'existe pas en français, mais il n'existe pas non plus en anglais, il n'existe pas en japonais, il n'existe pas en coréen. Comme si cette qualité qui fait qu'on est amusé par le malheur de l'autre, quand l'autre, on ne l'aime pas, quand on ne l'apprécie pas, eh bien, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. En sport, bon, voilà, on peut ne pas détester l'autre et puis se réjouir qu'il est perdu. Enfin, Oh, c'est sûr, mais c'est ça exactement. L'autre, il s'est fait un claquage sur un terrain de sport. Après tout, c'est la loi du sport. Quand il est dans l'autre camp, c'est la loi du sport. Mais les avocats criminalistes vous expliqueront que c'est très très difficile de défendre les
les dealers, les gens qui ont fait des choses qui sont réprouvées par la justice parce qu'il n'y a aucune empathie dans le public pour les gens qui ont fait des choses mal. Donc, à la limite, s'ils croupissent en prison, ça dérangera personne, quoi. C'est ça le problème de la Schadenfreude. Oui. Donc là, notre super concept. Hein. Moi, je pense que c'est la contre-empathie. La contre-empathie, et pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est dans la littérature scientifique qui est colonisée par les revues anglo-saxonnes. Et donc, du coup, on ne parle pas de ça en français, de France. Et ici, ce jugement qui fait que d'un seul coup, on ne peut plus être empathique avec l'autre quand on ne l'apprécie pas. Ben ça, il faut en avoir conscience parce que ça nous permet de travailler sur nos préjugés après. Il y en a la même chose avec l'effet placebo et l'effet nocebo. L'effet nocebo, on en parle assez peu aussi. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, oui. Il y a l'effet placebo qui fait que le médicament, c'est la méthode Coué aussi. Hein. Le médicament qu'on va donner, dont on dit qu'il aura des résultats positifs, et puis ce médicament-là, il a effectivement des résultats positifs, alors que c'est souvent... et puis l'effet nocebo marche dans l'autre sens. Oui. Alors expliquez-nous comment ça compose, de quoi ça se compose, de quels éléments ça se compose, de l'observation du langage non verbal. De quoi on a besoin? On a besoin de connaître 1256 items, c'est-à-dire signes corporels. Un synergologue, il connaît 1250 signes corporels qui ont un sens. Donc on connaît le sens de ces signes. Mais pour aller de ce qu'on appelle le sens à la signification, c'est-à-dire par exemple, je vais en prendre un, si je me gratte le nez, je peux ne pas croire l'autre. J'ai une façon de se gratter le nez. Mais je peux ne pas croire l'autre, mais peut-être que quelqu'un m'a dit quelque chose qui me dérange, et comme il m'a dit quelque chose qui me dérange, eh bien c'est à autre chose que je pense, tout en regardant la personne qui est en face de moi. Donc, savoir que le langage du corps est lié à la personne qui est en face de moi, et à ce qui se passe entre nous, ça, il faut vraiment arriver à le préciser. Donc, pour ça, il faut questionner. C'est pour ça que le langage du corps... Donc, c'est pas universel, ça dépend de l'interaction qu'on a et avec qui. Ouais, c'est pas exactement... C'est-à-dire que les signes sont universels. Le même signe est valable avec n'importe qui. On y reviendra après, peut-être la culture, parce que ça pose des questions. Il est valable, il a toujours le même sens, mais il n'a pas la même signification. Je vais prendre un exemple. Je montre dans mes formations parfois deux femmes. Donc il y en a une qui pleure. En fait, elles pleurent toutes les deux. C'est deux vidéos différentes. Et puis quand on me demande qu'est-ce qui se passe, je demande aux gens qu'est-ce qui se passe, je dis ces femmes sont tristes. Et les gens trouvent ça tellement stupide, deux femmes tristes. Bon. Et puis ce qui se passe en fait, c'est que quand on dézoome, on s'aperçoit qu'il y en a une qui est un enterrement. Et l'autre, elle est à son mariage. C'est un mariage arrangé, elle pleure. Donc vous allez me dire, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pareil. Elles sont tristes toutes les deux. Mais elles sont tristes pour des raisons différentes. Donc ça veut dire que le sens, il est bien universel. C'est tout le temps la tristesse. Mais la signification, elle dépend. Elle dépend, il faut questionner. Donc le sens est universel. Et pour avoir la signification, il faut questionner. C'est ça l'idée. Donc du coup, pour avoir la signification, il faut être en capacité de ne pas juger d'avance la personne avec qui on est. Si j'ai bien compris, c'est qu'on connaît les signes. Oui. Et après, selon les signes que l'on voit, on va questionner. On ne va pas forcément se fier à ce que... Parce que souvent, quand on est sachant d'un nouveau savoir, on se dit, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais du coup, ça veut dire que on est obligé quand même de remettre dans un contexte et de questionner la personne pour savoir si on a raison sur si le signe que l'on a perçu a la bonne signification ou non. Oui, c'est ça. Vous faites bien la différence entre le sens et la signification. Ouais. Alors ça, c'est fondamental. Hein. Oui, ça c'est fondamental. Oui, il y a le sens et la signification. C'est-à-dire le sens est universel, mais la signification, on l'a en question. On sait pourquoi on a observé ça. On ne le sait pas tant qu'on n'a pas questionné. Et puis, il y a autre chose. Ça veut dire qu'il faut se calibrer sur la personne, en fait, alors. Non, c'est du verbal, là, cette fois-ci. Je sais c'est elle qui va nous le dire. Voilà, c'est ça. On pose une question pour savoir si le signe qu'on a repéré, c'est bien le bon signe. Donc là, on passe du sens à la signification. Mais surtout, ce qui est le plus important que ça encore, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, oui, mais tout ça, c'est culturel. Les gens vont dire, oui, mais les signes corporels, ils sont culturels. C'est-à-dire que les gens qui bougent beaucoup avec les mains ou qui parlent fort... C'est ça. Voilà, ça, c'est culturel. Alors, c'est pas si culturel que ça. Moi, je vis entre la France et le Canada, et quand je dis au Canada, et quand je suis au Québec, et puis que je dis aux gens, il n'y a pas un seul signe, vous, que vous feriez québécois, canadien en ce moment, que ne comprendrait pas un Français.
eh bien, c'est vrai. J'ai encore jamais vu quelqu'un lever la main en disant quand nous on fait ça au Canada, les Français comprennent pas. Et quand je fais la même chose en France, et en fait des gestes culturels, il y en a assez peu. J'ai vu une série qui s'appelle le Squid Game sur Netflix, c'est une série assez dure. Si vous regardez cette série, coréenne, oui, qui a fait un carton en Corée, eh bien cette série-là, il n'y a pas un geste qui soit pas compréhensible par nous. Et quand on regarde bouger ces Coréens, on n'a pas l'impression qu'ils bougent différemment de gens qui vivent en France. Donc c'est pas si culturel que ça. Sauf que qu'est-ce qui est différent d'une culture à l'autre ? C'est les rites. On a des rites dans chaque culture. Par exemple, les Français se serrent la main. Si vous êtes en Amérique du Nord, on se serre peu la main. On a tendance à dire aïe. Si vous êtes en Asie, on a tendance à se baisser obséquieusement pour se dire bonjour. Vous savez, on se baisse devant l'autre. Donc ça veut dire vous voyez, c'est pas le même. Les gens vont dire c'est pas le même langage corporel. C'est pas le même langage corporel, mais ça c'est un rite. Maintenant. Le Français, l'Américain du Nord ou l'Asiatique qui ont besoin de savoir si l'autre est bien avec eux, là, on va avoir des signes qui, ceux-là, sont universels. Oui. C'est-à-dire, on va avoir des choses dans les yeux qui vont être universelles, des choses dans la partie, dans le visage qui nous regarde, qui vont être, elles, universelles. Donc, derrière des rites qui sont culturels, sous-jacent à ça, il y a des signes corporels qui, eux, sont universels. Donc, le langage corporel est quasi universel. Le langage corporel est universel. Il est universel. Donc, pas quasi. Pas quasi. Okay. Comment dire, quand on est bien avec quelqu'un, on a tendance à regarder davantage sa partie gauche que sa partie droite de visage. Une mère tient davantage son bébé sur le bras gauche que le bras droit, qu'elle soit gauchère ou droitière. Et ça, c'est universel. Et c'est même tellement universel que les singes, les chimpanzés, tiennent aussi leur bébé sur le bras gauche. Alors tiens, vous me faites une transition là, parce qu'ils se grattent beaucoup, ce sont les singes. Dis-moi où tu te grattes et je te dirai ce que tu penses. Oui. On croit qu'on se gratte parce qu'on a envie de se gratter. Faux. Oui, c'est ça. On se gratte quand on a des boutons. Donc alors là, il y a les boutons. Mais très très souvent, nous les êtres humains, on se gratte et il n'y a pas de boutons. On a très très souvent la main qui passe dans le nez. On se gratte et il n'y a pas de boutons. Alors pourquoi est-ce qu'on se gratterait s'il n'y a pas de boutons ? On se gratte pour des raisons qui sont émotionnelles. Pendant que vous vous grattez, vous êtes avec l'autre, vous restez concentré sur ce que vous dites et tous les mal-être de votre corps, on va le gérer en se grattant. Alors là, vous êtes gratté les aisselles. Donc là, j'ai oui. Dit que gratter les aisselles, ça a une signification. Oui, sous les aisselles, je suis incapable de t'aider. Je ne peux pas te donner plus. Si je me gratte la tête. Oui, si je me gratte la tête, ça dépend où je me gratte, mais je réfléchis si je me gratte la tête. Puis je ne trouverai pas la solution si c'est l'arrière de la tête. Puis si c'est sous le menton, j'ai envie de parler, mais je ne le dis pas. Bon, tout ça, c'est... Gratte, à l'intérieur des bras, vous avez envie d'aller vers l'autre. Vous avez envie d'aller vers l'autre, mais vous n'allez pas tendre les bras comme ça quand vous êtes en interaction devant l'autre. Par contre, vous vous grattez. Et le coude, à l'intérieur du coude. À l'intérieur du coude, vous voudriez faire changer la relation, lui donner un autre sens. Vous voyez, le coude, on le déplie. Pourquoi est-ce que je vais gratter quelque chose que je vais déplier ? Je vais peut-être modifier quelque chose dans ma relation avec l'autre. Et pendant que je fais tout ça, j'y pense pas, évidemment. Nous, les êtres humains, on n'y pense pas. Mais pendant qu'on fait tout ça, on peut rester concentré. Donc, on peut vivre nos émotions en se grattant tout en restant concentré avec l'autre. Et si on se gratte le mollet ? Parce que Patrick se gratte souvent le mollet. Souvent. Souvent. C'est les choses pour lesquelles on a peur de ne pas être à la hauteur. C'est vrai. Vous demanderez les trucs où on n'est pas sûr de soi. On a tous des choses comme ça. Donc Philippe, vous avez dit ça à la France entière. Non, mais c'est ça. Je pense au fait, c'est pas Patrick qui se grattait le mollet. Non. J'ai un autre prénom, mais... Non, vous m'avez parlé du mollet, c'est pour aller plus vite. Excusez-moi, je pensais au genou. C'est le genou pour se déplier, pour être plus grand. Le mollet, c'est pour aller plus vite. Non, mais même, ça aurait pu être vous et ça aurait pu ressembler au complexe de l'imposteur. Mais vous savez, curieusement, les gens qui souffrent du complexe de l'imposteur, c'est des gens qui ne sont pas des imposteurs. Ouais. Parce que l'imposteur, il ne souffre pas de ça, lui. Il n'en a pas conscience. Il souffre de quoi, l'imposteur ? L'imposteur, il est dans son truc, là. Et c'est pour ça que les entretiens d'embauche qui sont bidons sont beaucoup mieux réussis par des gens qui ont transformé leur CV et qui vont mettre tout ce qu'il faut pour que ça marche par rapport à la personne qui ne s'est pas préparée parce qu'elle est plus modeste.
Non, le complexe de l'imposteur, là. Ah ouais, quand on bidonne son CV, on s'est préparé à l'entretien. Ben oui, on est généralement, ça donne de très bons résultats. Je suis pas en train de dire qu'il faut bidonner le CV, mais ces gens-là s'y préparent. Ça donne des bons résultats. Si vous voulez réussir votre entretien, bidonnez votre CV. Mais ces gens-là s'y préparent mieux que la personne qui est sûre qu'elle a un bon CV et qui s'y prépare pas forcément beaucoup, quoi. Bien, le grand livre de la synergologie, décoder le langage corporel pour mieux comprendre l'autre aux éditions de l'Homme. On reviendra sur ce sujet, Patrick. Ouais, c'est incroyable. C'est passionnant. Ah ouais. Le tech, hein, vous dites qu'il y a combien d'entrées là pour décoder le tableau d'éléments corporels, oui, il y a 1200, un peu plus de 1200 signes. 1200, ça va, c'est facile. 1200 signes. 1200. Une fois que vous avez les 1200 signes, vous êtes prêt à décoder. Merci de vous être arrêté sur Beurre FM. Aujourd'hui, vous réécoutez l'émission en podcast et vous verrez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et vous passez une très bonne journée santé sur Beurre FM.